Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et Valentin Schermer vous l'a dit, nous fêtons Notre-Dame du Rosaire le 7 octobre 1571. C'était la bataille de l'Épante. On parle d'une autre guerre, celle de guérilla, j'allais dire. Justement, pas de guérilla. Du film Athéna sur Netflix, film de Romain Gavras, sorti le 30 septembre sur Netflix. Et on en parle avec Arthur de Vatrigan. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de L'Incorrect, vous êtes chroniqueur sur CNews et donc dans L'Incorrect vous faites des chroniques cinéma. Vous avons déjà eu sur la dernière ligne droite, notamment pour le film Top Gun. Alors déjà, je voulais revenir sur ce film. Déjà, si les auditeurs peuvent voir le teaser, la bande-annonce du film, vous allez voir que c'est un véritable choc visuel. En tout cas, c'est ce que vous dites dans votre chronique. Arthur de Vatrigan. Oui, c'est un choc visuel au début. Oui. Voilà, c'est la limite du film. Alors, il faut savoir que donc Romain Gavras, réalisateur, est le fils de Costa Gavras. Mm-hmm. Il a été lui-même membre du CNC, celui qui attribue les subventions, donc c'est pas quelqu'un qui sort nulle part. Et qui vient plutôt, il a fait 2 longs métrages pas très intéressants. C'est quelqu'un qui vient plutôt du monde de la pub et qui d'ailleurs, on en reparlera, a déjà récidiviste en la matière et a déjà fait un scandale en tant que illustrateur de clips. Donc c'est quelqu'un qui vient de la pub, donc forcément il a une esthétique pubard, c'est-à-dire des lumières très chromatiques, une caméra très fluide, d'un montage très très travaillé. Donc forcément, quand on voit un film français, on commence avec un film de Gavras qui commence par un attaque de commissariat en plan séquence de 10 minutes. On se dit, ah, c'est quand même pas mal. Ça change des plans fixes avec des claques qui portent, des portes qui claquent, pardon. C'est pas mal. Ça nous fait plus penser à un cinéma d'action américaine, américain bien foutu, avec un peu de moyens. Sauf que le problème, c'est que le cinéma, c'est pas qu'une mise en scène. Et là, on touche la limite du film, c'est que Gavras s'aime beaucoup, il se regarde beaucoup filmer, et ça en devient presque malsain parce que dans le sujet qu'il traite, qui est un sujet d'actu, qu'il le traite avec soit une honnêteté, soit une désinvolture qui est presque dérangeante, et on peut pas se permettre que de faire uniquement de la mise en scène, il faut qu'il y ait un propos derrière. Et justement les propos, parce que nous recevions Laurent Oberton hier et le film devait s'appeler Guerre et finalement a été changé pour le film pour le nom Athéna. Et donc il y a évidemment des ressemblances entre sa trilogie Guérilla et ce film. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer donc le scénario du film et expliquer aussi pourquoi ça a dérangé en tout cas une partie de la critique cinéma plutôt classée à gauche, il faut le reconnaître. Ça a dérangé tout le monde. Globalement, à part Mediapart, tout le monde a été plutôt dérangé par le film. Alors Athéna, c'est une cité dans le film et c'est un nom qui est plutôt bien choisi parce que Gavras justement ambitionne de revisiter la tragédie antique version racaille. Donc c'est l'histoire de 3 frères dans une cité. Un est rebelle, chef de la rébellion. L'autre est trafiquant de drogue et le troisième est un militaire qui revient du Mali. Donc il y a une chance sur 3 pour la France, qui est pas un score plutôt honorable. Sauf que là, évidemment, bavure policière. En tout cas, on explique qu'il y a une énième bavure policière avec un mort qui est le 4e frère. Et donc là, la cité s'enflamme. Et à l'intérieur de cette guérilla, parce que c'est une guerre urbaine, il y a cette histoire des 3 frères. Voilà. Le scénariste est Ladli qui avait fait Les Misérables. Rappelez-vous le film. Donc là, dites-vous qu'on est 2 ans après Les Misérables. On voyait l'étincelle qui commençait un peu, et là, il y a tout qui pète. Sauf que ce qui a dérangé la gauche, c'est que il y a déjà ils montent les racailles telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on n'a aucune empathie avec elles. Déjà, on ne comprend pas tout ce qu'elles disent. Honnêtement, on comprend un mot sur 2 des dialogues. On n'a aucune empathie. Donc, forcément, s'attacher à ces personnages, c'est compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une espèce de bande de racailles qui ils sont tous noirs ou arabes. La représentation a l'air assez honnête. Qui explique aux flics que vous aviez un sentiment d'insécurité jusqu'à présent. On va vraiment vous montrer ce que c'est que l'insécurité aujourd'hui.
Et là, ça y est, on part, on est dans Ivanhoe, c'est une attaque de château fort, et tous les coups sont permis. Évidemment, on tue les flics sans problème, jusqu'à pourquoi pas les torturer. Donc, ce qui a dérangé en fait une bonne partie de la gauche, d'un point de vue, si on les imagine en dehors du champ cinématographique, donc d'un point de vue idéologique, c'est que la représentation nous correspond complètement à ce que décrit des journaux honnêtes et une grande partie de la classe politique à droite. Donc vous sortez du film, vous dites ok, c'est un tract pour la remigration. Et forcément, ça les dérange. Mais vous savez, Gavras, c'est déjà un récidiviste. En 2008, il avait mis en scène, je ne sais pas si vous vous rappelez, le groupe Justice, un groupe de rap. Oui. Chanson Stress, qui a fait un scandale. Pourquoi ? Parce qu'il mettait en scène dans son clip l'Orange Mécanique version racaille. On voyait une bande de noirs débarquer en banlieue et tabasser tout de manière complètement gratuite. Bon, il y a même le MRAP qui avait voulu porter plainte pour racisme, ce qui était donc il s'était retrouvé tout penaud ce jour-là en disant je comprends pas, je sais le montrer une réalité, puis c'est pas politique, c'est pas tout ça. Bon, il s'embourbe un peu dans ses explications, mais plus de 12 ans après, il rebelote, il recommence en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Alors voilà, d'un point de vue du discours, bon, forcément, ça plaît pas à la gauche. Mais après, le problème, c'est que d'un point de vue de mise en scène, il prend plaisir, quoi. En fait, on voit qu'il prend plaisir à ça, qu'il a même limite des envies de guerre civile. Sa mise en tout est fait pour se faire plaisir dans sa mise en scène. Donc, en effet, il y a une partie qui est sympathique. Forcément, il y a une grande une esthétique qui est très puissante, qui est très créative, avec une vraie scénographie. Et donc, on se dit c'est intéressant. Sauf que quand il y a plus que ça, on se dit en fait tout est prétexte à l'esthétisation, à la mise en scène, à la puissance, et donc en fait au désir de guerre civile. Et ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais quand même dans le film, on nous explique quand même que donc ça serait un complot de la part des policiers, donc il y a quand même une certaine caution. Non, mais ça va même plus loin que ça. C'est pas un complot. Alors là, il coche toutes les cases. En fait, c'est un complot de l'extrême droite. Et l'extrême droite, s'ils sont en bombers avec des croix de Lorraine, on a l'impression qu'il n'est pas sorti des années 80, le Père Gavras, c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est aussi l'autre truc qui est assez marrant, c'est que le seul Français de souche de la cité, c'est un djihadiste qui revient de Syrie et qui est en sommeil. Donc, il coche un peu beaucoup de choses quand même, ce qui est assez amusant. Alors, et le problème, alors pardon de divulgacher la fin, mais c'est là où la fin révèle la vraie intention, en tout cas une intention du réalisateur, c'est que on découvre à la fin que c'est en effet un complot et que c'est l'extrême droite qui a volontairement tabassé ou même tué le quatrième frère pour créer la guerre. Et donc, quand on finit sur un plan comme ça, c'est pour justifier tout ce qui s'est passé avant. Et justement, vous parliez de Lajli, et je me souviens d'un article, notamment de l'Incorrect, où vous expliquiez qu'il y avait une sorte de Gramsci de banlieue, c'est-à-dire qu'on utilise les moyens culturels pour une tribune, en réalité, pour les revendications des banlieues. Est-ce que Athéna en fait partie ? En tout cas, de ce que vous dites, on en a l'impression. Ça en fait pas partie parce que, en tout cas, si voulait en faire partie, il a raté son coup. Parce que autant Les Misérables, il y avait un côté, vous savez, très renoirien, chacun a ses raisons, donc on montre tout ça. Et puis avec ce truc qui commence à revenir assez souvent, qui est que vous savez, on a des territoires, ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, les zones de non-droit, haute souveraineté. Et ce que montrent tous ces films-là à chaque fois, c'est que vous avez les trafiquants de drogue qui sont les barons et donc qui ont les mains dans l'économie et donc qui règnent. Vous avez les racailles et les trafiquants d'armes, et vous avez les nouveaux curés. Et les nouveaux curés, c'est l'islam radical, on va dire. Et dans Athéna, et dans Les Misérables, et dans tout ça, à chaque fois, les sages sont les islamistes. Donc, dans Les Misérables, c'est amené de manière assez fine. Chacun a ses raisons. Bon, les flics sont pas top, mais on peut les comprendre parce qu'ils sont sous-payés, tout ça, les racailles, mais heureusement, les islamistes sont là pour pacifier tout ça. Là, dans Athéna, il n'y a pas de ça. Même si on retrouve ces composantes, le trafic en drogue, le chef de rebelle, les trafics d'armes et l'islam radical qui est présente, en tout cas de mon point de vue vestimentaire, parce qu'on les entend pas dire grand-chose, mais du point de vue vestimentaire, ils sont quand même assez marqués. Il n'y a pas de volonté d'expliquer que tout va bien et qu'ils sont pauvres et que tout ça. Ou en tout cas, s'il avait voulu faire ça, c'est raté. Il met en scène vraiment la guerre civile.
Et encore une fois, les personnages sont tellement désagréables, sont tellement incompréhensibles, et ressemblent tellement à nos fantasmes, nous, de petits bourgeois d'extrême droite, on n'a aucune envie, on n'a aucune empathie avec eux. Donc vous dites que à part cette histoire de complot d'extrême droite, vous disiez donc des hommes en bombers tout droit sortis des années 80, c'est un film qui est tout de même réaliste. Non, c'est un film qui est très esthétique. C'est un film qui c'est réaliste dans le sens où ce qu'il montre, c'est une cité de banlieue parisienne où tous les habitants sont noirs ou arabes. Ils sont tous habillés en jogging. Quand ils prennent l'assaut à commissariat, ils volent une camionnette et un drapeau français. Et le drapeau français est une prise de guerre comme une prise d'un drapeau ennemi. Donc ils montrent qu'ils n'appartiennent pas à la même nation, que c'est une bataille de souveraineté qui se joue. Donc voilà, et qu'à l'intérieur de ça, vous avez, dans ce petit monde, dans cette souveraineté, vous avez la drogue et l'islam radical. Donc de ce point de vue-là, on a l'impression, en effet, qu'il n'a pas voulu masquer les défauts ou ce qui peut déplaire. Après, le film reste un film très esthétique, mais qui est dérangeant parce qu'on a une esthétisation de la violence et avec une justification d'elle, et tout est prétexte à cet esthétisme. Donc c'est là où c'est dérangeant d'un point de vue cinématographique. Donc le traitement n'est pas réaliste, mais ce qui montre a l'air plutôt juste. Et c'est ça qui dérange, et en même temps, on se donne une caution en mettant un complot d'extrême droite derrière ça. Donc en fait, on se met tout le monde à dos, quoi. Là, il a perdu sur tous les tableaux. Alors même si le film marche très bien, ça, il n'y a pas de souci, le film cartonne sur Netflix, même si les chiffres de Netflix sont compliqués parce que la moindre vue, même de 10 secondes, est comptée comme une vue, comptabilisée comme une vue. Donc voilà, mais a priori, il semblerait qu'il soit dans les gros succès de la plateforme américaine. Et puis Gavras, d'ailleurs, se fout de la presse, il n'a jamais répondu à qui que ce soit. Oui, il sait que ça va marcher, donc ok. Oui, voilà, et puis il est toujours dans la provoque, donc c'est pas... Plus on en parle, et plus il est content. Eh bien, merci beaucoup Arthur de Vatrigan. Donc on rappelle, donc vous êtes le directeur de la rédaction de l'Incorrect, vous êtes aussi chroniqueur sur CNews et donc vous avez écrit cette chronique sur Athéna. Donc vous ne le conseillez pas vraiment finalement, Athéna? Non, parce que c'est très mauvais, c'est d'un point de vue purement cinématographique. Sauf si vous aimez les clips de pub pendant 2 heures, c'est pas bon, quoi. Pas bon. Eh bien, merci beaucoup Arthur de Vatrigan. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.